Ce gars peut améliorer ses équipements à moindre coût grâce à un artefact rare obtenu après avoir franchi 999 étages de la tour. Pour les autres joueurs, l'amélioration est un processus long et coûteux qui ralentit leur progression. Mais avec cet artefact, notre gars prévoit de dépasser même son précédent record et de conquérir chaque étage de la tour des dieux. Voici comment se déroule l'intégralité du tournoi d'un jeu appelé Tower of God. Les joueurs transpirent intensément en mode tryhard et tout le monde mise sur Subai pour remporter la victoire. Ce type se déplace comme Let Me Solo Her d'Elden Ring. Il porte le coup final et termine le 999e niveau du jeu. La foule devient hystérique jusqu'à ce que, soudainement, boum, tir de conscience. Subé meurt instantanément et voyage vers une dimension spirituelle du jeu. Lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve dans la salle de classe du jeu, le point de départ de tous les joueurs. Le mec a tellement bien réussi le jeu qu'ils l'ont catapulté directement à l'intérieur. Subei jette un coup d'œil autour et réalise vite qu'il est vraiment dans le jeu maintenant. C'est le royaume de Yann. Entrer dans la tour de Dieu a des exigences strictes, mais heureusement pour lui, c'est le meilleur pro-gamer passionné de ce jeu. L'idée d'être projeté par Heart Attack Kun ne l'effraie pas, elle l'excite en fait. Le meilleur dans tout ça, c'est que personne n'a franchi plus de 99 étages dans cette version du jeu. Cela signifie qu'un type comme Subai serait un dieu parmi leurs rangs. L'instructeur dit aux étudiants d'écraser le cristal, les téléportant immédiatement dans la zone des débutants, le brisant dans sa paume. Subei commence officiellement sa véritable expérience avec le jeu palpitant. Malheureusement, les données de Bro ont été effacées, donc il doit recommencer à zéro. Subei arrive dans la zone des débutants et trouve un artefact unique en récompense pour avoir fini le dernier étage. Cet artefact suprême surpasse toutes les autres classes du jeu, de grossier à commun, excellent à rare, parfait à légendaire, puis épique et suprême. Cet artefact suprême permet d'améliorer tout équipement avec un taux de réussite de 100% pour un petit coup. Grâce à cela, Subai a déjà une longueur d'avance sur les autres. En fixant son regard sur la taverne des débutants, il se demande si la dame de la taverne se souvient encore de lui. Notre garçon inspecte ses statistiques de débutant et réalise que ce n'est plus simplement un jeu sans conséquences. Chaque geste met sa vie en jeu, donc même un gain de 10% des statistiques au début est une bénédiction. L'atout de son artefact suprême est qu'il repère automatiquement l'équipement à améliorer. L'idée que même un équipement de base de mauvaise qualité puisse être amélioré surprend notre garçon. Il se lance à fond, mais oublie soudainement qu'il est fauché et n'a pas de pièces pour faire l'amélioration. Subei se fixe comme objectif de gagner un peu d'argent, sachant que dans ce monde, cela peut résoudre tous les problèmes. Parlons des mécanismes de la Tour des Dieux. Les nouveaux joueurs ont une période de grâce de 7 jours pour obtenir une promotion de classe en traversant 10 étages. Ceux qui n'obtiennent pas un cristal d'avancement sont éliminés, entraînant l'expulsion de nombreux joueurs. En zoomant sur le bar, notre garçon est en train de séduire une femme fatale avec une proposition. Subei lui offre une série de recettes de cocktails rares, mais elle ne le croit pas du tout. La dame de la taverne accorde toute son attention à Subei, tout en jouant avec ses balles anti-stress. Subei lui dit de se détendre et note la recette. Elle le prend, promettant de le tabasser si c'est un piège. Je veux dire, je connais beaucoup de gens qui gâcheraient intentionnellement la recette pour un tel marché. Mais Subei n'est pas un idiot. Et en seulement 5 minutes, sa recette prend vie sous la forme d'un cocktail de sang de bête. Les clients sont stupéfaits et exigent de goûter la boisson en échange de dizaines de pièces. Cependant, elle rugit à leur intention, soulignant que c'est seulement pour elle à boire. La vilaine boit à sa grande satisfaction. Mais pendant ce temps, son eau lutte pour sa survie. Une fois qu'elle a fini de l'avaler, la fille est littéralement excitée et veut plus de recettes. Subei lui propose 5 recettes pour 20 pièces d'or, une offre qui la ravit vraiment. L'affaire est conclue, lui assurant suffisamment d'argent pour améliorer son équipement. La dame de la taverne est carrément du genre à épouser, car elle offre à ce type une arme de qualité exceptionnelle gratuitement. Cette belle lame s'appelle le dague raffiné. Il la remercie et s'en va, la draguant de manière ambiguë en suggérant qu'ils sont de vieux amis. Dehors, notre garçon commence ses améliorations avec juste une poignée de pièces d'argent. La qualité de ses armes s'améliore grandement. Avec des stats boostés, il peut facilement nettoyer le premier étage sans problème. Subei atteint la région extérieure de la zone des débutants, où les pires perdants possibles chassent des lapins en jouant les durs. Le gars passe à côté, les traitant de lâches pour s'en prendre à quelque chose d'aussi inoffensif et mignon. Un type le prévient de ne pas s'approcher d'une zone dangereuse, mais l'idée est tellement déroutante qu'il n'en a rien à faire. Soudain, un serpent de vent l'attaque par derrière. Subei réagit si vite avec sa lame que cela ne l'affecte pas, transformant la créature en sushi. Le reste de ses débutants sont sans voix, agissant comme s'ils venaient de fendre la terre ou quelque chose du genre, alors qu'en réalité, ce n'était qu'un monstre de niveau 1. Ses gars l'avertissent d'être prudent avec les serpents, car un coup critique pourrait lui coûter la main. Appréciant le conseil, il leur lance une pièce de cuivre et s'en va. Les perdants croient qu'il a perdu la tête et qu'il sera sûrement tué. Mais Subei voit cet endroit comme une promenade. Un autre serpent du vent essaie de le contourner, mais se fait poignarder au cou. Malheureusement, la progression est trop lente ici. Cela signifie que notre garçon doit accélérer et éliminer des hordes de monstres pour nettoyer le premier étage. 3 autres de ces enfoirés volants arrivent, seulement pour être découpés comme du papier en quelques coups. Subei apprécie de récolter des points d'expérience et des pièces grâce à eux.
Alors que le système fait officiellement une annonce concernant la 10e saison de la tour, une excitation s'empare de lui. Cette fois, il a l'artefact suprême à ses côtés. Rien ne va empêcher cet homme de sécuriser la récompense du premier meurtre. Pendant ce temps, le groupe des perdants bavarde sur qui sera la première personne à obtenir le premier meurtre. Typiquement, les trois grandes familles sont connues pour obtenir le premier kill chaque année. Lin Yushan, la fille aînée de sa famille, est tellement équipée que son matériel coûte à lui seul des dizaines de millions. Pour elle, ces perdants sont des insectes inutiles qui ne peuvent tuer que des lapins. Pas notre garçon, cependant. Il découpe ses nouilles volantes comme s'il n'y avait pas de lendemain. Enfin, Xubai atteint son seuil d'expérience pour le niveau suivant et évolue au niveau 2. Il a même obtenu un coffre en fer de mauvaise qualité pour cela. En inspectant les statistiques, Xubai découvre le classement du système. Certains joueurs terminent déjà le niveau 3 vite. Il a perdu trop de temps sur l'artefact suprême. Maintenant, son objectif principal est de prendre la première place des meilleurs joueurs. Mais d'abord, Subei s'intéresse au coffre devant lui. En ouvrant le coffre en fer noir, notre garçon découvre une armure en tissu basique avec 30 pièces de cuivre supplémentaires. Subei est confronté au dilemme de soit améliorer son dague premium, soit améliorer son armure. Sachant que le boss de la zone débutant ne sera pas difficile à vaincre, il décide de consacrer l'amélioration à sa dague premium. Le système demande combien d'améliorations choisir. Subei en sélectionne une seule, coûtant 50 pièces de cuivre. Ainsi, la lame devient une dague raffinée, et il se dit « tant pis, on fonce ». Cet homme décide qu'il est temps de l'améliorer au maximum avec une mise à niveau de 7 fois. Subei sélectionne l'option et dépense les pièces nécessaires. Le système lance le cycle d'évolution de son arme. La dague raffinée a gagné 8 points de plus, et son attaque physique peut infliger 60 dégâts d'un coup. L'arme semble sortie de Valorant, et les améliorations ont boosté la puissance d'attaque de la dague. Subei la fait tourner avec satisfaction, ravi de la nouvelle rapidité. Même si l'arme est simplement d'excellente qualité, ses statistiques sont comparables à celles d'une arme rare. Tout cela est possible grâce à l'horloge suprême à sa disposition. Croyant qu'il est prêt pour le premier étage, notre garçon s'avance pour défier la tour de Dieu. Parlons du système de réapparition du boss. Il ne réapparaît que 10 fois le premier jour. Toute personne capable de le vaincre peut avancer directement au premier étage de la tour. Même si le boss est attaqué par une équipe entière, seules quelques personnes sont autorisées à entrer dans la tour le premier jour. Arrivé aux ruines, notre garçon attend patiemment. Soudain, le bruit des combats attire son attention. La panique le gagne. Il ignorait que quelqu'un était déjà là. Avant qu'il ne puisse réagir, Subei accélère rapidement et se précipite pour obtenir le premier kill. Pendant ce temps, l'équipe qui effectue actuellement le raid n'éprouve aucune difficulté à acculer la horde de gobelins. Observant depuis sa cachette, Xubai est stupéfait de voir des gros dépensiers acheter des armes de premier ordre dès le premier jour. Sa confusion disparaît vite quand il aperçoit Lin Yuchan de la famille Lin. La même jeune femme avec un équipement valant des millions. À ce stade, la puissante dague de Bro paraît bon marché à côté d'elle. Mince. Les membres de son équipe se précipitent pour attaquer les gobelins. Son assistant, Blonde Boy, estime qu'ils atteindront rapidement le premier étage. Cependant, Lin Yuchan souligne que les deux autres grandes familles pourraient également les suivre de près. Soudainement, Yuchan sent la présence de quelqu'un et interpelle immédiatement l'homme caché à proximité. C'est notre garçon qui abandonne après avoir été exposé et salue calmement. L'assistant de Yuchan demande à quel groupe il appartient, notre garçon assurant qu'il joue en solo donc il n'y a pas d'équipe avec lui. Il souligne également qu'il ne veut pas d'ennui et qu'il ne faisait que passer. Mais la jeune femme est méfiante de ses paroles. Elle et son équipe sont équipés jusqu'aux dents avec du matériel de premier ordre, et même dans ces conditions, il leur a fallu 30 minutes pour traverser la forêt. Et pourtant, ce type est arrivé à peu près au même moment tout seul. Subei fait l'innocent et leur dit au revoir. Zhang Fei est méfiant et accuse Subei de les retarder pour pouvoir affronter le boss. Ressentant l'urgence d'agir rapidement, la jeune femme stoppe l'un de ses bataillons et leur ordonne de collaborer ensemble simplement pour empêcher Subei de s'en aller. Elle n'a aucune intention de perdre son premier boss face à un inconnu. 7 guerriers se précipitent. Notre ami Subei ne s'inquiète pas de se faire attaquer et trouve simplement la situation agaçante. Manifestant son poignard, il les nargue pour l'avoir entraîné dans leur bazar. L'assistant sarcastique pense que notre garçon est arrogant, car il n'est rien de plus qu'un novice de niveau 2 face à un groupe de combattants. Les guerriers se jettent rapidement sur notre garçon, tandis que Subei est plus qu'heureux de les divertir. La première attaque prend la forme d'une flèche, que Subei dévie avec désinvolture d'une simple réaction. Cette attaque provenait en fait de la jeune femme elle-même, et ses réflexes l'ont choquée. Ensuite, 2 guerriers s'élancent pour une attaque aérienne. Subei les découpe comme des légumes d'un coup. Sa vitesse de réaction incroyable stupéfie le blond aux cheveux déplorables. Soudain, le novice de niveau 2 apparaît, pas différent d'un boss lui-même. Exploitant l'aura au maximum, notre garçon humilie le groupe en leur rappelant qu'ils sont bien en dessous de son calibre, même s'ils possèdent un bon équipement. En disant cela, il passe à l'offensive, abattant 3 hommes de plus avec des coups critiques consécutifs. En assistant à son déchaînement imparable, l'assistant ressent un moment de panique et ordonne une retraite. Conservant son arrogance, il menace Subei d'avoir contrarié la mauvaise famille. Mais notre garçon s'en fiche et marche comme s'il possédait l'endroit. Peu importe qui c'est. Il va tuer quiconque se mettra en travers de son chemin.
Malgré la colère de ce garçon, Lady Yu-chan ordonne à son toutou de se taire. Zhang Fei est surpris par sa soudaine concession. Proposant une offre, Yu-chan présente un marché aux joueurs solo intrigants. Le fait est que Dame Yu-chan a la tête sur les épaules. Elle a déjà jugé Subai exceptionnel pour être arrivé tout seul et avoir vaincu plusieurs hommes. Sa proposition soudaine et ridicule déroute le vierge Zhang Fei, qui traite notre garçon de simple joueur solo. Mais Yu-chan lui dit de se taire à nouveau, lui rappelant que leur objectif est de conquérir la tour de Dieu sans exception. Notre garçon trouve l'accord juste et promet de ne plus attaquer ni déranger leur groupe, à condition qu'ils lui offrent un avantage fiscal de protection, soit une pièce d'argent par personne. Subi pense que c'est un prix juste, mais Simfei perd la tête face à l'audace du jeune homme. Pour la troisième fois, la jeune femme dit à son chien de garde de se taire. La jeune femme remet 3 pièces en signe d'amitié. Elle souhaite également que notre garçon l'ajoute comme ami. Tsubai est d'accord avec cette offre. Si elle peut offrir une pièce d'or de plus, cet homme lui soutire tout son or. Yu-chan accepte l'offre avec désinvolture, tandis que Zhang Fei tressaute comme un perdant. La méchante fait une deuxième suggestion, recommandant que Tsubai et l'équipe chassent ensemble le boss débutant. Son intérêt continu pour la défaite du premier boss est clairement évident dans l'observation de Tsubai. Sachant qu'il accepte l'accord tant qu'ils peuvent se mettre d'accord sur une autre condition, Yu-chan l'écoute alors qu'il fait à nouveau une offre ridicule. Notre garçon veut prendre le contrôle total du groupe dans le cadre de leur stratégie pour vaincre le boss. Subei s'en fiche royalement. La seule façon pour qu'il les laisse participer à l'élimination du boss est qu'ils suivent ses ordres et ne deviennent pas un obstacle. Bien que Yu-chan soit ouverte, elle n'accepte pas l'accord et refuse de céder le leadership. Traitant cela comme un non-problème, notre garçon se tourne ailleurs, prêt à les laisser. Soudain, Yu-chan change d'attitude. Elle offre littéralement à cet homme 100 pièces d'or à l'improviste juste pour le rallier à sa cause. Il refuse son offre insultante, sachant qu'il va obtenir bien plus en tuant le boss. Zhang Fei le considère comme prétentieux. Cependant, quelque chose ne semble pas correct, et Yu-chan le perçoit. Elle remet en question ses chances de vaincre le boss avec une équipe, et... Pourtant, ici, Subai se balade en agissant comme s'il avait déjà triomphé. Dans la scène suivante, notre garçon s'affaire avec le système. Avec ses nouvelles pièces d'or, il peut encore améliorer son équipement. Vous vous rappelez de cette armure en tissu basique? Il se concentre maintenant sur son amélioration en dépensant 1650 pièces d'argent pour accélérer le processus, augmentant ainsi son endurance totale. Subai est content de voir sa santé dépasser les 300. Ensuite, nous retournons à la taverne. De nombreux joueurs débutants meurent d'envie de tuer le premier boss, et il est certain qu'ils avanceront bientôt au premier étage. La dame de la taverne se demande avec amusement si la nation Yan pourra décrocher le premier kill cette année, même si leur guilde a réussi à conserver le record du premier kill jusqu'au 9e étage. Ils ont finalement été dépassés par une puissante recrue de la nation Beacon. Cette recrue avait une profession de classe SSS et est devenue la meilleure. Pendant qu'ils bavardent au bar, notre garçon saute autour des falaises, évitant les petits gobelins pour se concentrer sur la véritable cible. Subai est stupéfait. Un combat est déjà en cours, donc quelqu'un est arrivé plus vite que lui. En sentant l'odeur familière, Subai se demande si la poudre de dissimulation d'énergie est utilisée. La poudre masque en fait l'odeur du joueur des autres monstres, mais cela ne fonctionne pas avec les créatures de niveau supérieur. Cela le dérange que les familles riches puissent facilement utiliser ce genre de truc pour progresser rapidement. Au fond de l'antre du boss, un groupe de guerriers lutte pour sa vie contre la horde de gobelins. Si le boss combattait déjà un groupe, notre garçon aurait dû patienter 1 heure avant son tour. L'un des guerriers alerte frère Wang, partageant qu'un complet novice est arrivé de nulle part. Wang ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'arrêter, le jugeant inoffensif. Puis il y a Li Yueran de la famille Li, qui appartient également à l'une des grandes familles. Elle pense que le gamin s'immisce imprudemment pendant qu'ils sont occupés à insulter notre garçon. Certains guerriers poussent soudainement un cri d'horreur en voyant Subai s'approcher du chef. Le chef en question est un gobelin titanesque. Il dormait profondément jusqu'à ce que notre garçon lance une lame sur sa poitrine, le réveillant. Le redoutable roi gobelin se lève de son trône, dominant le novice qui ose le défier. Subai n'a pas peur, il est plus qu'heureux d'affronter la bête. Le groupe Wang s'inquiète pour le boss et attend les instructions de leur chef. Wang Zixi pense que le nouveau sera écrasé comme un insecte en quelques secondes. La première attaque vient du roi gobelin enragé, qui écrase sa masse et fait éclater le sol. Notre garçon l'esquive avec finesse, provoquant la créature et gagnant sa fureur. S'élançant en avant avec confiance, Xiubai le traite de chien et annonce sa mort. Une coupe éclair élimine instantanément 100 points de vie du boss. Mais cela ne suffit pas à le faire tomber. Alors notre garçon passe à la contre-attaque, infligeant une deuxième entaille encore plus poussée. Le boss essaie de l'écraser d'un coup, mais rate et frappe le sol. Sa vitesse ne rivalise pas avec les réflexes rapides de Subai. Ensuite, notre garçon effectue une descente aérienne, portant un coup vertical qui anéantit une autre partie de sa santé. La seule raison pour laquelle il a pu porter des coups critiques est que Subai possède la connaissance de ses points faibles, ceux-ci étant la poitrine, le bas du dos et les yeux. Les spectateurs qui regardent sont sans voix. Ces détracteurs de D1 parlaient mal de notre garçon plus tôt et maintenant n'ont plus rien à dire. Irène demande avec inquiétude à Xixi son analyse, mais ce gars a la même question qu'elle.
Comment ce débutant peut-il être aussi rapide? Le kitting est une compétence que même les meilleurs joueurs ont du mal à maîtriser, et pourtant Subai l'exploite avec désinvolture dans ses mouvements. Le boss est assez faible avec sa santé qui diminue, donc techniquement, il pourrait sauter sur Subai et lui voler son kill. Ce salaud souriant pense qu'il devrait attendre un peu plus longtemps, croyant que le débutant finira par faire une erreur et subir la colère du roi gobelin. Je veux dire, Subei est plutôt décontracté avec ça et il malmène ce boss débutant. À ce moment-là, le roi gobelin hurle de douleur et essaie d'attaquer à nouveau, mais il rate complètement et permet à notre garçon de porter encore une fois un coup critique. Le roi gobelin rugit de fureur, mais ce cri n'est pas de douleur. C'est un appel pour rassembler ses troupes. Notre garçon réalise que les choses vont se compliquer. Cependant, de façon amusante, les gobelins se concentrent sur l'encerclement du groupe de Xixi et Yuiren. Xixi réunit alors son groupe en formation d'attaque pour percer le cercle des gobelins. Yiren pense que c'est une entreprise inutile, surtout lorsqu'une vague sans fin les entoure rapidement comme des mouches. Concentrant son attention sur le roi gobelin, Xixi ordonne à son équipe de dégager un chemin du mieux qu'ils peuvent. Alors que l'équipe est occupée à abattre les gobelins, leur chef s'avance pour pouvoir porter le coup de grâce. Même avec la capacité écrasante de Subai, Xixi pense qu'il peut voler le coup fatal juste à temps, refusant de laisser quiconque lui voler sa gloire. Mais voilà le truc. Notre garçon n'est pas bête et sait que ce type veut lui voler son coup fatal. Subai peut repérer le parchemin magique de niveau moyen à distance. Confiant de sa victoire, Zixik déploie le parchemin magique, annonçant la fin du novice ainsi que celle du boss débutant. Monstre. Le parchemin magique lance un missile de feu. Ce torpille enflammé entre en contact direct avec le roi gobelin et explose dans un bruit assourdissant. En regardant les nuages de fumée, Yuran et les autres célèbrent, ayant acquis leur victoire ultime. Pourtant, Xixi n'est pas pareil. Quelque chose ne va pas. Même si le parchemin a détruit le boss, aucune notification du système ne confirme la mise à mort. Soudain, la notification du système apparaît, sauf qu'elle nomme Subai comme la première personne à avoir abattu le roi gobelin dans la région de l'Est. Lorsque la fumée se dissipe, c'est notre garçon Aura qui est en train de récolter sur le boss vaincu. Xixi est stupéfait, se demandant comment ce type a pu abattre le boss si rapidement. Alors qu'il est plein de questions, notre garçon les traite comme une bande d'imbéciles pour ne pas connaître l'aspect de la blessure fatale. Ce qu'il a fait, c'est exploiter continuellement les faiblesses du roi gobelin, ce qui lui a permis d'accumuler suffisamment de dégâts critiques pour le terminer en un seul coup. Fait intéressant, Subai aurait pu terminer ce combat bien plus tôt, mais il a intentionnellement attendu pour voir la réaction de Xixi. En réalité, notre garçon voulait juste donner une leçon à ce noble arrogant. Que l'argent seul ne suffit pas pour tout obtenir. De retour à la taverne, la même annonce de la victoire de Subai sur le boss débutant leur parvient pour la première fois depuis des années. Le premier meurtre du boss a été volé aux 3 grandes familles. Au lieu de cela, un gars ordinaire a réussi à le prendre pour lui-même, ce qui pousse les gens à se demander si ce type est secrètement un assassin de haut niveau d'un clan secret. L'enfant est un orphelin sans capacité ni arme. Il est donc impossible qu'il ait vaincu les 3 familles dans leur course pour la première place. En changeant de perspective vers le groupe de Yuchan, elle est sans voix tandis que Simfei n'en croit pas ses yeux en lisant cela. Immédiatement, elle lance ses bataillons pour foncer vers le premier point de ralliement. Enfin, il y a Xixi Wang qui fait la tête même après le sale coup qu'il a tiré. Ce petit génie sait qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre 1 heure de plus avant que le boss ne réapparaisse. Sortie de nulle part, la jeune demoiselle Yuchan arrive par un portail, s'offusquant que Xixi essaie de s'emparer du deuxième boss. Pendant que ses perdants se disputent entre eux, notre garçon reçoit un coffre en argent pour sa victoire incroyable sur le roi gobelin. Il est également désormais considéré comme l'un des rares joueurs du serveur à avoir accompli la mission, ce qui lui assure un autre coffre en argent. Avec les 2 à sa disposition, Subai se demande avec excitation s'il va obtenir un équipement rare cette fois. La première boîte est ouverte, lui offrant une paire de bottes rares appelées One Step. Le deuxième coffre en argent sert de butin de soutien, lui donnant 10 petites potions et des pièces d'argent. Grâce à cela, sa vitesse de déplacement augmentera de 30% pendant 1 minute. Malheureusement, il faut être au moins niveau 5 pour les utiliser, donc même avec ce bon butin, notre garçon ne peut pas s'en servir tout de suite. Cela lui rappelle de vérifier les classements de la 10e saison du défi de la tour. Il trouve la liste et découvre une sacrée surprise. On pourrait penser que notre garçon a atteint une place de choix, mais il est en fait classé 98e. En examinant de plus près, Subai découvre que les meilleurs joueurs ont tué le boss encore plus tôt. Ils viennent d'ailleurs, mais il est clair que ces baleines ont beaucoup dépensé pour obtenir un équipement de premier ordre et finir aussi vite. En buvant une potion, Subai reçoit un bonus temporaire d'expérience pendant 60 minutes. Son objectif principal est d'augmenter ses niveaux encore plus intensément, surtout qu'il y a une liste de gens plus forts que lui. En s'approchant d'un portail de donjon menant au premier étage, il accueille la saison avec impatience. De l'autre côté, Subai se retrouve dans une dimension spatiale. Un coup d'œil à ses environs lui fait réaliser qu'il s'agit en fait du donjon du labyrinthe sombre. Cela le trouble un peu. La particularité des donjons de la zone des débutants de la tour est qu'il y a de nombreux types, avec des niveaux de difficulté variés. Le donjon du labyrinthe sombre se situe entre difficulté moyenne et élevée dans le cours pour débutants, ce qui en fait l'un des plus durs pour les nouveaux joueurs.
Plaçant son pied avec précision, notre garçon commence à se déplacer de manière systématique. Il fait attention à chaque pas et se rappelle que c'est le même schéma que la dernière fois. Subé se trouve chanceux d'avoir conservé sa connaissance du labyrinthe. Soudain, un bras surgit du sol à partir d'un cercle magique. Un goule effrayante apparaît de nulle part. Notre garçon ne s'attendait pas à croiser son ex ici. Subay sait que c'est un goule, ce n'est pas le souci. En examinant les stats de la créature, il découvre que c'est un type normal avec des stats moyennes. Le problème des ghouls est leur grande agilité et leur rafale de dégâts intenses. Cela signifie que notre garçon doit jouer prudemment pour ne pas être submergé. En activant sa capacité de pas éclair, il dépasse littéralement le ghoul, portant un coup critique solide. Ce seul coup de lame suffit à tuer la bête immédiatement. Juste au moment où notre garçon pensait qu'il n'avait affaire qu'à un seul ghoul, une autre surgit du sol et tente de l'attaquer. Heureusement, Subay le tranche de la même manière, le tuant d'un seul coup. Avec 2 éliminations consécutives à son actif, il gagne 40 points d'expérience et passe ainsi au niveau 3. Grâce à ce gain de niveau, il a également acquis 2 points d'attribut. Les choses se mettent en place après avoir vaincu le roi gobelin, mais le donjon n'est pas encore terminé. Cette fois, il y a une énigme avec 2 tablettes. Chaque tablette a une couleur. Rouge signifie dur. Bleu signifie facile. Comme notre garçon gravit les échelons avec aisance, il choisit intentionnellement le rouge pour obtenir ses récompenses épicées. Se tenir sur la dalle le téléporte à un autre endroit du labyrinthe. Voyons ce que fait le royaume de Yan. Au siège de la guilde de la dynastie Zhu, le maître de guilde apprend les progrès fluides de Junkai. Zhou Wang, le fondateur et chef, ne se soucie pas des progrès sans signification. Tout ce qui lui importe, c'est qu'il sécurise le prix final. Son assistant pense que le père et le fils se ressemblent et assure au chef de guilde que le jeune maître Junkai se tiendra au sommet des classements des débutants cette année. Mais le chef de guilde s'emporte, rugissant contre son assistant. Le fait est que chaque saison avant celle-ci avait son propre roi des recrues. Chacun d'eux est un guerrier compétent qui a dû lutter pour arriver là où il le souhaitait. Ce n'est pas un titre pour un fils de... Zhou Wang espère le meilleur pour son fils, croyant qu'il le rendra fier. Revenons à notre garçon, qui élimine un trio de ghouls comme si de rien n'était. 3 de plus abattus, il gagne des points d'expérience et atteint presque le niveau 4. Ces monstres l'aident à accumuler des points avec facilité, et sa potion d'expérience en vaut vraiment la peine. Avec tous les ghouls vaincus, leurs corps disparaissent de la pièce. Étonnamment, 5 dalles s'illuminent successivement, chacune arborant une couleur différente. Subay fixe la tablette grise intrigante qui mène toujours à une pièce cachée. Ce n'est pas le bonus qu'il attendait, mais il l'accueille volontiers. Curieux de découvrir ce qui se trouve au bout du chemin, il marche sur la tablette grise pour accéder à la pièce cachée. Au moment où il se téléporte, il est accueilli par des dizaines de ghouls assoiffés de sang. Ces prétendus Spider-Man ne perdent pas de temps pour sauter sur notre garçon. Cependant, ils ont omis de se rappeler qu'ils étaient confrontés à Michael Jordan. Subay bondit pour accepter leur défi et élimine chacun d'entre eux. En quelques minutes seulement, cet homme triomphe de toutes les ghouls présentes dans la pièce, atteignant ainsi le niveau 4 et accumulant des points au passage. Subay vérifie avec excitation son système de niveau. Ayant nettoyé la pièce secrète, bien que la pièce soit de niveau S, il l'a nettoyée sans souci. Avec ses préparatifs terminés, notre garçon pense qu'il est enfin temps pour lui de rendre visite au boss. Tout d'abord, il inspecte les classements mondiaux. Parmi eux, Zhou Junchai est en tête, avec Lin Mengxuan en 2e position. Mais même alors, il semble que le boss n'a encore été vaincu par personne. Naturellement, Subay marche sur la crête rouge, ouvrant une crevasse qui le mène au boss. Cette fois, il est ravi de battre un record en un temps record pour rendre les autres joueurs jaloux. Avec cette détermination, il arrive dans l'antre du boss. La tanière est gigantesque, englobant le sol du boss. Il y a des statues de gargouilles avec un homme taureau gigantesque assis sur son trône. La bête dégage une aura palpitante. Vêtu d'une tenue de guerrier, Subay ne les considère même plus comme une nuisance. Se précipitant avec sa lame raffinée, Subay démolit le groupe de ghouls par des frappes mutilantes successives. Les serviteurs sont vaincus en un rien de temps, tandis que notre garçon fonce à toute vitesse pour s'en prendre au monstre boss toujours assis sur son trône. Une paire d'yeux démoniaques rouges le fixe avec fureur. Un boss du premier étage agit comme le boss final. Pour une raison quelconque, ce Minotaur est classé comme une menace de niveau élite avec une barre de santé gigantesque de 55 000 points. Il possède même 3 compétences différentes pour dérouter les joueurs. Mais malgré tout cela, Subay reste calme et provoque le Minotaur en le traitant d'aussi arrogant qu'avant. Tout d'abord, notre garçon lance son épée leurre pour attirer l'attention du boss. Le Minotaure balaye l'épée d'un geste désinvolte de la main. Agacé, le colosse attrape sa gigantesque hache de bataille, canalisant des éclairs d'électricité. Préparé, le monstre pousse un cri de guerre qui secoue la salle du donjon avec sa férocité. Le cri de guerre active les 2 gargouilles qui étaient assises au sommet des piliers. Subay ne montre aucun signe de peur et, au contraire, manifeste une véritable excitation face au défi. Le Minotaure explosif active sa compétence de charge pour libérer un puissant coup de sa hache. Pendant ce temps, les 2 gargouilles prévoient d'attaquer notre garçon par derrière. En combattant stratégiquement, Subay esquive d'abord le coup, faisant chanceler le Minotaure et créant une ouverture. Il utilise l'ouverture pour poignarder le monstre à son point faible, infligeant un coup critique. Dès le contact, le monstre réagit.
Rugissement. Mais notre garçon est déjà en action pour un deuxième coup et traverse le champ à toute vitesse. En prévoyant le prochain mouvement du Minotaure, Subai anticipe une autre attaque tranchante. Mais avant qu'ils agissent, ce type attaque à une vitesse fulgurante ses 3 cibles avec une série de coups verticaux. Chaque coup inflige d'énormes dégâts, grâce à la compétence de glissement éclair de Subai. Enragé, le Minotaure tente d'écraser notre garçon. Subai s'échappe avec aisance. En ce moment, le Minotaure est furieux. Tellement furieux qu'il émet une aura orange, utilisant une de ses 3 compétences, la charge du taureau lourd. Je ne sais pas pour vous, mais si un taureau de la taille d'une maison en flammes me fonçait dessus, je prierais tous les dieux pour sauver ma vie. Subai n'avait pas prévu que le Minotaure utiliserait une compétence aussi vite. Le monstre est sur le point d'écraser notre garçon, mais c'est exactement ce qu'il voulait dès le début. Subai utilise la rage du taureau contre lui et esquive la charge avec désinvolture juste à temps. Il nargue même le Minotaure pour avoir manqué sa cible. Il traumatise le monstre boss avec une entaille cinglante à travers son œil. Ce coup critique est si violent qu'il enlève immédiatement 1000 points. Quant aux 2 gargouilles qui l'attaquent par derrière, Subai n'éprouve aucune difficulté à s'en occuper. Il agite son arme à travers le champ et les tranche tous les 2. Avec les points supplémentaires, Subai atteint enfin le niveau 5, réalisant ainsi son objectif. Maintenant, il peut utiliser la compétence spéciale de ses chaussures rares. Alors Subai la sélectionne et active sa capacité de pas unique, augmentant sa vitesse de 30 secondes. Il était déjà rapide, mais maintenant il est si incroyablement rapide que le Minotaure ne peut même pas le voir. Des traînées bleues traversent le corps de la créature, le lacérant partout et lui causant une douleur intense. Enragé et insulté, le Minotaure doit entrer dans son état de berserk. Cet état fou du monstre est un cauchemar à gérer même pour ses serviteurs. Alors qu'il écrase les ghouls dans sa rage, Subai se moque encore de la bête, qualifiant le combat de simple jeu pour lui. Ses manœuvres aisées surstimulent le corps du Minotaure qui cherche désespérément sa cible. Alors que le mode berserk s'estompe, le Minotaure se précipite furieusement pour attaquer. Mais au moment où il choisit une direction, Subai se téléporte simplement derrière le boss avec sa vitesse divine, le déconcertant encore et encore. Profitant d'une opportunité facile, Subai tranche la poitrine du Minotaure, infligeant un coup critique supplémentaire. La bête imposante, intimidante au début du combat, est maintenant à genoux, perdant vite des points de vie à cause d'un saignement rapide. Le boss n'est plus qu'une cible facile à abattre. Avec le monstre immobilisé, Subai plonge sa lame dans sa peau épaisse, forçant encore plus de sang à couler. Ce dernier coup vient d'éteindre 3000 points de vie. À la fin, le monstre n'a plus assez de santé pour continuer le combat et s'effondre lourdement au sol. La conclusion de la bataille offre à Subai un ticket d'entrée pour le 2e étage du donjon. Ayant vaincu le boss du 1er étage avec une note parfaite, le système lui donne un total impressionnant de 10 000 points d'expérience. Il l'honore aussi en lui accordant le titre de premier joueur à avoir battu le boss du 1er étage. Sa récompense inclut un coffre au trésor doré et un orbe d'expérience avec des pièces d'or. Son temps de speedrun est juste sous 1 heure, battant aussi le record absolu de nettoyage dans la tour de Dieu. D'un autre côté, une personne affronte le géant Minotaure avec une explosion flamboyante. C'est Jo Junkai qui a le canon d'annihilation des 10 000 calamités. Ce fils à papa croit posséder le monde avec l'argent de son père. Mais alors qu'il combat la créature, une annonce du système apparaît, informant les joueurs de l'incroyable record de Subai pour avoir vaincu le boss du 1er étage. Le visage de Junkai se fige, incapable de comprendre comment quelqu'un peut être plus rapide que lui. Dans le classement actuel, Subai vient de détrôner Junkai de la 1re place. Ce type est si amer qu'il pense que notre garçon a triché, car personne n'aurait pu battre le Minotaure en moins d'1 heure. La notification du système a attiré l'attention de beaucoup, les amenant à douter de la légitimité du joueur Subai. Personne n'aurait imaginé que le royaume de Yan recréerait un monstre tel que Li Jianxian, devenu une légende nationale. Vu la performance de Subai jusqu'à présent, les gens parient déjà sur ses chances de réussir comme roi débutant de la saison. Encore plus alarmé, le père du chef de guilde Junkai remet en question l'identité de Subai. Cependant, il restait 9 étages dans la tour de Dieu, et si Junkai réussissait brillamment sa mission de changement de poste, il pourrait potentiellement voler le titre de roi des recrues pour lui-même. Montrant peu de considération pour son fils, le chef de guilde exige une enquête approfondie sur Subai. La scène passe à Lady Yu-chan, qui est déjà en action, envoyant des messages à notre garçon. Elle l'a même invité à rejoindre la famille Lin et, finalement, elle regrette beaucoup d'avoir sous-estimé ses capacités. Revenons à notre garçon devant le coffre au trésor doré. Cette merveille n'apparaît que lors des premiers meurtres et des événements spéciaux, donc elles sont vraiment dures à obtenir. Grâce à son exploit, Subai sera la première personne à ouvrir le coffre doré de cette Izen, ce qui signifie qu'il est sûr d'obtenir un équipement de premier ordre. Devant ses yeux flotte un objet parfait, plaqué or, la tout-puissante houe dorée. Il saisit la houe et sécurise le sac. Il sait que cet objet deviendra beaucoup plus utile dans les étapes ultérieures de la tour. Il profite des avantages de l'ORB, gagnant immédiatement 60 000 points.
Il passe donc directement au niveau 6. Puis, il améliore ses chaussures, dépensant 3000 pièces d'argent pour accélérer l'amélioration. Ayant largement assez d'argent, Subai obtient vite l'avantage. Après un moment, il plonge dans une mise à niveau avancée. Le système décrit son profil actuel. Son équipement principal comprend l'artefact suprême, sa lame raffinée de confiance, ses chaussures rares et une armure commune pour accroître la difficulté de son parcours en mode speedrun. Subai vise à franchir les 10 étages en 24 heures. Notre prochaine étape est le désert de Naka. Le système informe Subai d'une attente d'1 minute avant la première vague. Le compte à rebours commence tandis que Subai est intrigué par le paysage. Sachant ce qu'il fait dans le désert, Subai s'attend à 10 vagues d'invasion de monstres. Mais cela lui semble beaucoup trop lent et facile. Il cherche donc un moyen de les faire apparaître plus vite. La première créature surgit du portail juste derrière lui. Cette créature laide est un lézard à dents de scie avec une morsure venimeuse. Subai s'ennuie vraiment et pense que ces gars-là ne vont faire que lui faire perdre son temps. Au lieu de les attendre, il prend l'initiative et fait son premier mouvement en se précipitant avec un seul coup. Le premier lézard tombe d'un coup critique, puis un autre, un par un, jusqu'à ce que toute la vague soit détruite. Maintenant qu'ils sont tous morts, la deuxième vague arrive dans 1 minute. Le processus normal de bataille pour vaincre ces lézards prend environ 10 minutes, mais notre garçon a facilement réussi à vaincre la vague en 2. La deuxième vague suit le mouvement, avec Subai qui active son équipement à une étape. De cette façon, il les atteindra encore plus rapidement qu'avant et les éliminera rapidement. Avec l'effet activé, cet homme devient Flash, enchaînant les éliminations dans un mouvement en zigzag. Subai est tellement excité qu'il veut battre tous les records de sa vie précédente. Le système appelle cela annihilation totale de la deuxième vague des lézards. La troisième vague est apparue vite, pour être tuée de même. La quatrième a aussi été éliminée. Cela a continué jusqu'à ce que notre garçon affronte enfin le boss du deuxième étage. Subai est à quelques secondes de porter le coup de grâce au loup-garou. Son dernier coup achève la créature, mettant fin à sa vie. Ainsi, le deuxième étage a été nettoyé et le ticket d'entrée pour le troisième a été accordé. Le système lui attribue un autre coffre au trésor doré pour avoir obtenu le premier meurtre du boss. Son temps de nettoyage n'était que de 30 minutes, ce qui en fait une course très rapide. En ouvrant le coffre, notre garçon trouve ce dont il avait le plus besoin. Une armure de grade parfait, ornée de pourpre et d'or. Cette armure est une bête avec un effet de régénération en plus. Subai est fier de sa chance et va directement aux paramètres de mise à niveau pour booster ses stats. Il ne veut pas le rendre trop surpuissant au point de ne plus pouvoir l'utiliser. En dépensant une pièce d'or, notre garçon procède à l'amélioration coûteuse, satisfait de son investissement. Le niveau de Subai monte à 7. Après avoir consommé un autre orbe d'expérience, il est maintenant assez fort pour défier le troisième étage avec le ticket d'entrée. Notre garçon va vers le portail après avoir dépensé 100 pièces d'or sans souci. Son obstacle actuel est le manque de fonds. Dans la caverne de soie du troisième étage, Subai affronte des bestioles sanguinaires variées. C'est un exterminateur de nuisibles de taille humaine, alors il entre pour tous les éliminer. Actuellement, Junkai combat toujours le Minotaure jusqu'à le vaincre et finir le premier étage. Son temps de complétion est de 2 heures et 25 minutes, bien plus long que celui de Subai. Grâce à sa victoire, il gagne une arme rare appelée l'épée longue exquise en récompense. Au début, il est super excité, jusqu'à ce qu'il vérifie le classement et voit Subai balayer les rangs de l'étage 2. Cela le surprend de voir cet homme déjà finir le deuxième étage alors que Junkai n'y est même pas encore. Le désespoir s'installe et ce prétendu grand Manitou cède à la défaite. Cela le déconcerte de connaître l'identité de Subai. Pendant ce temps, notre garçon est en train de découper l'énorme araignée obèse. À sa grande satisfaction, il termine l'étage 3 extrêmement rapidement, s'assurant à nouveau la première place. En avançant, il ne rencontre aucune difficulté avec le quatrième étage non plus. Un autre record établi. Au 5e étage, il anéantit un colosse aquatique, terminant le niveau en 20 minutes. Ces victoires consécutives sont ridicules aux yeux des spectateurs. À leurs yeux, c'est un véritable monstre pour un débutant qui ne montre aucun signe de ralentissement. Beaucoup d'autres discutent, se demandant si cette saison est trop facile pour les débutants. Mais ensuite vient la question du rythme de Junkai, car malgré l'obtention gratuite d'une arme divine, il a quand même mis du temps à passer le niveau 1. La scène se coupe à la salle de réunion stratégique, où les membres du groupe expriment leur intérêt pour notre garçon. Pei. Lingsu et Sinantian trouvent étrange que cet individu mystérieux n'ait même pas de précédent ou de connexion familiale. Ils théorisent que peut-être Subai est tombé sur une sorte de capacité surpuissante dans la tour, mais c'est extrêmement rare. Il n'y a que 10 équipements de grade épique dans le royaume de Yan, donc penser que Xubai en a un n'est pas raisonnable. Lingxui et Nantian, parmi les meilleurs combattants du royaume de Yan, sont eux-mêmes déconcertés par cette situation. Leur argument est interrompu par le chef de la stratégie, le capitaine Su Kang. Ce type ne se soucie pas des détails. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'acheter les armes de Xubai après son retour de la tour. Il pense qu'il pourrait organiser une réunion avec lui pour discuter des détails. Nantian exprime ses objections, mais le capitaine le fait taire rapidement, soulignant que les équipes de recrues ont toujours fonctionné comme ça.
Ils pourraient exploiter Subai à leur avantage. En disant cela, le capitaine clôt la réunion et part. Ling Sui taquine Nantian de se préoccuper de lui-même car il risque d'être rétrogradé dans l'équipe de second niveau. Revenons à notre garçon. Il examine ses statistiques de base. Chaque niveau lui donne 8 points aléatoires, mais ce qui vide son portefeuille, c'est le manque de fonds pour améliorer son équipement. Désormais, une amélioration minimale va lui coûter 13 pièces d'or, car c'est à quel point son équipement est devenu bon. Malgré ses 300 pièces déjà en sa possession, Subai envisage de passer l'étage 10 et d'acquérir 500 pièces. Obtenir le titre de roi débutant lui donnera aussi 200 pièces, mais une réalité désespérante s'installe. Ce n'est pas assez. Cet homme a besoin de richesses dignes d'Elon Musk pour vraiment améliorer ses armes. Soudain, une personne lui vient à l'esprit. En vérifiant les paramètres du système, Subei ouvre ses messages et réalise qu'il est temps d'accepter des offres. Vous vous souvenez de Lady Yu-Shan? Il lui propose plein de cristaux à divers prix. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il offre une remise par rapport au prix du marché. Yu-Shan accepte d'acheter tout le stock. Notre garçon est ravi de lui vendre 30 cristaux, avec l'idée de vendre encore plus tard. Finalisant l'échange et acquérant ses précieuses pièces, Xubai entre dans l'étage 6 pour continuer à progresser. L'oasis sauvage est l'un des niveaux de sol les plus difficiles de la tour. C'est alors que les choses ont pris une tournure positive. Le boss peut surgir de n'importe où, donc il faut rester vigilant. Armé de sa nouvelle arme, notre garçon prend son arbalète pour la tâche. Sauf qu'il n'a pas de carquois de flèches. Xubai a l'intention de faire de son mieux. Alors qu'il navigue dans la zone, il est soudainement confronté et entouré par un groupe de jaguars. C'est l'occasion idéale pour notre garçon de tester sa nouvelle arme. Alors, il tire une volée de flèches. Les flèches abattent aussitôt un groupe de monstres. Mais il y en a quelques-uns qui se jettent sur Subai par derrière. Sentant le danger, il se retourne et les chasse de la même manière. Une fois les monstres tués, Subai décide de réutiliser les flèches de leur corps. L'avantage, c'est qu'ils sont réutilisables. Cela signifie qu'il pourrait les garder pour les prochains étages. Une fois inutile, il gagnera de l'argent en les vendant à Yu-Chan. En arrivant au ruisseau, Subai se souvient que cet endroit est connu pour être le lieu d'apparition du boss. En remontant le courant, il ressent un picotement. Cela confirme l'emplacement du boss. Comme une horloge, Subai sent son arrivée et bondit pour le vaincre. Cependant, il découvre plutôt un groupe d'hommes-poissons armés de tridents. Ces types sont des monstres normaux en groupe. Subai cible chacun avec son arme à distance. Les premières flèches éliminent aisément les hommes-poissons. Leur corps laisse aussi tomber un sac rare de pièces et un cristal de changement de métier. Notre garçon choisit le cristal de rang B, qui a un taux de drop élevé ici. Ensuite, il configure les paramètres du système pour le cristal et l'envoie à Lady Yu-Shan, lui proposant un échange. La femme jette un coup d'œil au cristal de la classe guerrier et propose 100 pièces d'or ou 100 000 en espèces. Il lui soutire le maximum d'argent possible. Subai la force à doubler son offre, et l'affaire est conclue. Ensuite, il s'éloigne joyeusement. Ayant sécurisé un autre tour de récolte, Subai entend soudain un son strident et intimidant. Il se retourne, excité à l'idée de confronter enfin le boss. Ce type est aussi un homme poisson, mais dopé aux stéroïdes et a vraiment besoin d'un sneakers. Surnommé le démon poisson de l'Oasis, ce gars est un boss élite avec plein de compétences. Mais cela ne signifie rien pour Subai, qui parle avec arrogance. Le boss vise sa cible suivante avec son arbalète. Le monstrueux homme poisson pointe son trident vers notre garçon, qui tire de nombreuses flèches à distance. Les flèches infligent énormément de dégâts, mais ce n'est pas tout. Subai bondit pour tirer d'encore plus près, en enchaînant coups critiques sur coups critiques. Le poisson furieux lance son trident, sa seule arme, dans le but de tuer l'humain qu'il considère comme un insecte. Mais notre garçon l'esquive avec aisance et le traite de poisson stupide à l'intelligence limitée. Déclarant sa mort, Xubai enchaîne 3 tirs à la tête consécutifs, exploitant au maximum ses compétences d'imbo. Le boss est tué avec un grand éclaboussement dans l'eau, et le système le félicite pour un autre score parfait. Ce niveau a pris presque 2 heures à finir à cause de sa difficulté, mais Subai est content d'avoir gagné 5 coffres en argent. En retour, il récolte ses récompenses et ouvre les coffres, obtenant potions, pièces d'or et équipements. Notre garçon est déçu de ce qu'il a reçu, car ce sont surtout des objets de bas niveau. Il aime les brassards du démon poisson et décide de les améliorer. Subai les met et apprécie les améliorations d'attributs qui boostent ses stats globales. Visant le 7e étage, il se donne pour but de passer 10 étages en 20 heures. À sa surprise, le système annonce soudainement. De nulle part, un nouveau joueur, Lin Mengshuan, semble avoir émergé avec une profession de classe S. D'emblée, les gens discutent de l'origine de Mengshuan de la famille Lin, la même famille qui a des liens avec l'immortel de l'épée Li, un homme tellement divin qu'il est classé numéro 1 dans le monde. Les gens voient Mengshuan comme une prétendante sérieuse pour le titre de roi des débutants. Cependant, certains restent sceptiques, car Subai a déjà conquis le 7e étage, alors que Mengshuan est encore au 3e. Certains pensent que Mengshuan a une arme secrète, comme Zhu Junshai. Actuellement, notre garçon est en tête, avec Mengshuan et Junshai juste derrière.
Le gamin gâté est furieux d'être à la 3e place et a l'intention de se venger après les classements du 5e étage. Le 7e étage de la Tour de Dieu nous amène au Château Sombre. Ici, notre garçon défie l'ancien Edgelord. Il découpe le vieux squelette d'un coup critique, au 4e étage. Mangjuan martèle les hommes lézards, refusant d'être coincé à la 2e place. Junkai, au 5e étage, a acquis une pierre de changement de classe. Son éveil est incroyable. Avec Junkai entrant dans la classe SS Rank comme tireur au 8e étage, notre garçon défie un tas de squelettes dans l'abîme de la douleur. Subel est tranche d'un coup, les tuant instantanément. Il est excité par sa trajectoire, sachant qu'il ne reste que 2 étages à renverser. Mengchuan a battu le 6e étage avec Junchai. Il lutte pour la 2e place, tandis que notre garçon est déjà au 9e étage. Cet endroit est répugnant avec ses zombies laids. Alors qu'il les vainque, Mengjuan sécurise sa position au 7e étage, tuant enfin le boss. Xubai a gravi son chemin jusqu'au sommet au 10e étage. Celui-ci s'appelle la plateforme Cauchemar, avec le boss Eldritch nommé Héros du Cauchemar. Comme d'habitude, notre garçon le surnomme Petit Frère et annonce son but de devenir roi des débutants. Le combat débute. Xubai se précipite pour une finition rapide. Refusant de jouer avec son adversaire, il enchaîne une 12aine de coups pour ouvrir le boss. Le Behemoth réagit avec sa griffe, mais notre garçon le contre facilement, se moquant du monstre pour avoir été assez stupide pour tenter cela une 2e fois. Le combat se termine lorsque le fantôme est tranché net avec un dernier coup vertical. Le même monstre cauchemar, supposé être un enfer à affronter, vient d'être humilié. Avec les 10 étages nettoyés, le système annonce que Xubai est la première personne à finir le 10e étage, lui donnant le titre de roi des débutants. Ce titre augmente considérablement ses points d'expérience de manière passive et ajoute des points d'attribut, mais il ne durera qu'une saison. L'important, c'est qu'il a obtenu un cristal de classe Triple S avec 5 coffres d'or en réserve. Notre garçon espère un butin exceptionnel cette fois. D'abord, l'épée rare du tigre, assez moyenne. Ensuite, une carte au trésor, idéale pour naviguer. Un bouclier énergétique et une pierre de lumière ne sont pas trop impressionnants, mais meilleurs que la moyenne. Le meilleur de tous est les gantelets du dragon de feu. Leurs statistiques sont si bonnes qu'ils pourraient être classés comme équipement épique. Testant leur force, notre garçon détruit le champ d'un coup. En voyant son profil, il pense qu'il deviendra inarrêtable s'il arrive à améliorer l'équipement avec l'horloge suprême. Ensuite, il ouvre 30 coffres en argent qu'il a collectés lors de sa récolte. Cela lui a donné assez d'argent pour améliorer toutes ses armes et même en débloquer de nouvelles. Voyons les réactions de la foule. Les spectateurs de Yan sont stupéfaits par la conquête réussie de Xubai en 17 heures. Il a aussi obtenu un cristal de classe Triple S, le plus rare. Tellement rare que des gens comme l'immortel de l'Épélie en possédaient un et sont devenus numéro 1 mondial. Les habitants du royaume de Yan pleurent de joie pour le succès de leur nation. Pendant que les membres du conseil de réunion surveillent les images de combat de Xubai, le capitaine exige d'enquêter sur chaque information concernant notre garçon et insiste pour le recruter immédiatement. Lingsu se demande ce qu'il devrait lui offrir d'abord, ce qui pousse le capitaine à lui crier dessus. Son offre est l'escouade de la meilleure qualité pour que Xubai rejoigne l'équipe en première ligne pour toute leur mission. Un talent comme Xubai ne peut pas être parmi des perdants de second ordre. Le capitaine insiste qu'un génie comme lui ne doit pas être laissé au hasard. Après avoir acquis Xubai, leur escouade grimpera énormément dans les classements, plaçant leur statut à côté de l'immortel Epeli. Lingsu promet de mener à bien la mission, sachant que le capitaine a raison. À la taverne des débutants, les spectateurs se demandent si Xubai a choisi une classe. Il n'a pas encore fait de transfert, mais sa force dépasse déjà leur imagination. Les gens se demandent s'il reviendra un jour dans sa ville pour fêter. En parlant du loup, notre garçon entre brusquement. Son entrée timide attire la haine des gens. Tous se demandent pourquoi ce type marche avec tant de confiance, comme s'il possédait l'endroit. Le gars s'avance vers la dame de la taverne, qui est assez impressionnée par sa performance. Xubai demande un verre de Fallen Star, une boisson exclusive, et la recette personnelle de la dame. À la surprise des clients, la dame ne s'énerve pas du tout contre ce gars. Au lieu de cela, elle prend plaisir à lui parler comme s'ils étaient amis. La dame de la taverne sait qu'il a une grande cargaison de biens précieux et peut-être même autre chose. Elle lui facture le total pour la boisson, et Xubai la savoure, augmentant ses stats d'1 point chacune. Ensuite, il demande une chambre privée pour son séjour à l'étage. Avant qu'il ne puisse se reposer, Lady Yu-chan arrive à l'improviste. Elle est venue avec ses gardes pour avancer sa relation pro avec notre garçon. Sube lui montre son sac de cristaux, je veux dire, et reçoit une réaction enthousiaste. Ils montent à l'étage pour discuter des choses en privé. Là, Xubai partage les incroyables cristaux qu'il a collectés, leur éclat éblouit les membres de la famille Lin. Parmi eux, il y a 5 cristaux de rang B et de nombreux de rang inférieur. Enfin, notre garçon sort même le cristal de rang S pour choquer tout le monde. Aucun des membres de la famille Lin ne s'y attendait. Même Yu-chan, probablement prête à tout pour l'obtenir. Cette fille est en extase devant un cristal, tandis que le moustachu derrière s'emballe, Yu-chan demande aussitôt un prix pour le cristal.
En se concentrant sur l'échange, Subai lui assure que le reste des articles sera vendu au prix du marché. Il cherche à obtenir 10% en espèces et le reste du montant transféré en pièces d'or. Il lui confie également l'achat d'un tas de fournitures, ce que Yu Chan peut facilement faire grâce à son réseau. Subai lui remet la liste et s'occupe des affaires. Bro s'installe sur le canapé et demande une offre pour le cristal de rang S. Lady Yu Chan propose 200 millions en espèces comme gros chiffre. Même notre garçon ne pensait pas que ce morceau de roche coûterait autant. Yu Chan, amusée, fait comme si 200 millions n'étaient pas si élevés pour cette rareté. Elle est même ravie de lui offrir un logement gratuit dans la première ville de la Tour de Dieu. Ses deux acolytes questionnent la décision de Yu Chan d'offrir une telle récompense. Mais elle est résolue dans ses affaires et veut vraiment ce cristal. Pour une raison quelconque, Subi réalise qu'il pourrait sous-estimer la valeur de la pierre. Au lieu de discuter, il accepte l'accord et demande que le paiement soit programmé dans 7 jours. Yu Chan, tout excité, est ravi de signer le contrat. Notre garçon le signe correctement. En se serrant la main, leur accord se concrétise, avec la dame profitant de sa nouvelle pierre précieuse et coûteuse. Ensuite, Yu Chan accueille Subai dans le groupe Line, sachant qu'il a un cristal triple classe S. Cela signifie que tout le monde, même leur mère, va tenter de le recruter maintenant. Mais Subai n'a pas l'intention de changer de classe pour le moment, ce qui surprend Yu Chan car quelqu'un pourrait facilement essayer de voler son précieux cristal. À cela, notre garçon la rassure en lui disant qu'il a ses propres plans en préparation. Il n'a pas besoin de s'inquiéter de ces choses-là. La réunion se termine, et tandis que Subai s'en va se reposer, il finit par entendre une conversation entre deux gars. Il doute qu'il soit Subai. Tout le monde au bar connaît son nom. Réalisant qu'il a fait une entrée spectaculaire, ils sont si obsédés par lui que l'affaire de la dame de la taverne est plus chaotique que jamais. Elle veut rétablir l'équilibre avec lui bientôt. Pendant que notre garçon dort, ce diable rusé entre dans sa chambre. Oui, le rêve de tout homme. La dame de la taverne fixe son but et le réveille d'un coup de pied. Subai est irrité par elle tandis qu'elle se plaint de lui, car son affaire ne marche plus à cause de ses frasques. Pour compenser tous les ennuis causés, notre garçon offre quelques pièces d'or. La dame de la taverne, éblouie, change aussitôt d'attitude. La fille allait lui botter le derrière, puis agit comme si elle pouvait tout résoudre seule. Subai lui rappelle de ne tuer personne dans sa croisade, et elle le rassure en disant qu'elle n'est pas une meurtrière. En abordant un sujet clé, Subai mentionne une autre affaire. La dame de la taverne est excitée, pensant qu'il lui a apporté plein de recettes rares à revendre. Cependant, ce qu'il révèle est en fait le cristal de changement de métier de grade SSS. Oui, le cristal le plus rare jamais existé. Subai l'informe qu'il va initier l'épreuve de Dieu. Cela éveille son intérêt, la poussant à se demander comment il a pu en entendre parler. La réponse est simple. Cela vient des informations de sa vie passée, où il l'avait déjà vécu plus de 100 fois. La dame de la taverne souligne que la seule exigence pour l'épreuve est le cristal. Dans cette dimension, il n'y aura ni argent ni équipement. À la place, il y aura un cristal de classe caché. C'est une manœuvre risquée, car si notre garçon finit par passer l'épreuve, le cristal de grade SSS disparaîtra. Il n'a qu'une seule chance, et malheureusement, Subai a échoué cette opportunité plus de 100 fois dans le passé. Il vise à rectifier ses erreurs et lui demande d'organiser l'épreuve. La dame de la taverne est surprise par sa détermination et rappelle à notre garçon que s'il meurt, ce sera de sa faute. Subai n'est pas inquiet et reste confiant quant à ses chances de survie. La dame de la taverne saisit le cristal et le broie dans sa main, entamant ainsi le début de l'épreuve. Après la destruction du cristal, le système avertit le joueur qu'il n'y aura aucun moyen de fuir l'épreuve. Une fois commencé, un cercle magique apparaît et s'ouvre. Alors que la dame de la taverne le prévient encore, Subai l'appelle une vieille agaçante, ce qui l'énerve tellement qu'elle le pousse dans le cercle pour le faire mourir. Subai tombe dans le portail, criant de peur qu'elle ait refait le même mouvement stupide. La patronne, bien sûr, n'a aucune idée de quoi il parle et se demande s'ils se sont déjà croisés. Notre garçon tombe dans une dimension infernale littérale. Cet endroit est plein de lave en fusion. Enfin, Subai a entamé sa descente dans le même défi qu'il a perdu de nombreuses fois dans sa vie précédente. Les squelettes flottant dans la rivière infernale sont les corps de ceux qui ont osé défier l'épreuve. La dure réalité est que notre garçon est venu ici avec le même but que ces gens. Il est en danger ici. En vérifiant les stats de son système, il voit que tout dans son inventaire est scellé. La seule chose qu'il a est sa houe en or. L'équipant, il se prépare à l'affrontement. Le système va déchaîner une vague énorme de démons des cavernes contre lui. Avec un compte à rebours de 60 secondes, une version très affaiblie de Subai est prête à combattre. Cette fois, ses stats de base sont plus hautes que lors de toutes ses tentatives précédentes, donc il y a une chance de gagner. Le compte à rebours atteint 0 alors que notre héros se rappelle d'être hyper concentré. S'il ne canalise pas la concentration de David Goggins, il va se faire avoir comme les autres. La nuée de démons des cavernes sort des portails. Ils ressemblent tous à des boss de niveau débutant avec de grandes réserves de santé. Subai sait qu'il ne peut pas attendre qu'ils lancent une attaque, alors cet homme se précipite pour un premier coup. Un tir à la tête sur l'un des démons élimine 500 points de vie d'un coup.
Mais ce genre de dégâts est insignifiant. Tsubai effectue une double entaille, infligeant 2000 dégâts d'un coup et vainquant le premier démon. Son score actuel est d'1 point, mais cette épreuve ne fait que commencer. En lançant son assaut secondaire, Tsubai découpe le deuxième démon en une myriade de coups. Sa série de meurtres consécutifs a déjà éliminé 3 démons en succession rapide. La technique d'acier de Tsubai fait 1. Les démons sont repoussés à chaque coup. L'épée, même prêtée pour l'épreuve, a ses propres compétences. Grâce à l'expérience passée de notre garçon avec l'épreuve des dieux, il peut exploiter tout leur potentiel. D'autres démons se sont dirigés vers lui. En réponse, cet homme a déclenché une série de 3 frappes enflammées, tuant instantanément 3 démons avec des coups critiques. Tsubai est vraiment confiant et adore cette frénésie meurtrière. Éloignons-nous un peu pour voir ce qui se passe en ville. Les gens sur les forums discutent activement de pourquoi le mystérieux Tsubai n'a pas encore changé de classe. Personne n'aurait attendu aussi longtemps pour passer à une classe puissante. La nouvelle que Lady Yu-chan vendait des cristaux de haute qualité aux enchères est également parvenue à leurs oreilles. Ils se demandent si Tsubi a fini par lui vendre tous ses biens. C'est là que la dame de la taverne intervient, en leur donnant une raclée pour avoir perturbé son commerce. Elle leur assure que le cristal de Tsubai est déjà brisé, ce qui n'a aucun sens car ils n'ont pas reçu de notification de son changement de classe. La tenancière de la taverne leur assure qu'elle a écrasé le cristal et qu'elle est ravie d'écraser aussi leur tête. Je veux dire, je doute que l'un d'entre nous refuse cette offre. De retour dans la salle de réunion du groupe stratégique, le capitaine reçoit un rapport soudain d'un de ses informateurs. Il n'en croit pas ses oreilles. Le cristal a été brisé par Lady Dina, qui ne peut pas mentir car elle est un PNJ. Cela annonce des problèmes pour les plans de ce type. Pendant que les bavardages s'acharnent à dénigrer notre garçon, le capitaine est furieux et frappe la table de colère. Le punk saisit l'occasion pour critiquer Tsubai et assure au chef que le gamin est idiot d'avoir gâché son cristal. Ling Sui trouve ce clown agaçant, tandis qu'il l'accuse d'avoir des sentiments pour le nouveau. Leur ridicule querelle est brusquement interrompue par le capitaine qui exprime bruyamment sa frustration. Il se moque d'eux et exige une protection immédiate de la tour, en insistant pour qu'ils capturent Tsubai et reviennent avec lui pour une discussion. Le punk blond ne pense toujours pas qu'il vaille la peine de poursuivre le dernier roi des recrues, surtout quand son cristal est déjà fichu. Le capitaine le traite d'idiot parce qu'il est évident que Tsubai cache certaines de ses véritables techniques au monde. Le capitaine a une pleine confiance en notre jeune garçon pour manifester davantage de cristaux de haute qualité à l'avenir. Ling Su loue la vision perspicace de son leader. Mais il n'est pas idiot, et lui dit de partir. Nantian propose de torturer et d'interroger Tsubai correctement, mais c'est trop inhumain. Le capitaine souligne l'importance d'assurer la loyauté de Tsubai pour ses techniques secrètes, car l'avenir du royaume de Yan dépend de cette mission. Retour à l'épreuve. Notre jeune garçon élimine les démons du premier niveau. Avec la première vague complètement anéantie, le système le félicite chaleureusement. Cela a pris 10 heures entières juste pour finir la première vague. Tsubai se souvient de ses épreuves difficiles passées. Il doit encore affronter 9 étages de plus, devant vaincre 1 million de monstres pour obtenir la meilleure note. Actuellement, il n'a éliminé que 11 000 ennemis, donc cela prendra beaucoup de temps. Le système le félicite d'avoir atteint la deuxième étape où toutes ses stats de base sont réinitialisées. Cette fois, il devra affronter un groupe de démons Stinger. Il commande la capacité de restauration de statut. Tsubai attend la fin de la période de grâce. Il doit agir vite pour finir l'épreuve à temps. Devant lui, le pire cauchemar d'un homme, venu d'Australie. Un essaim de frelons géants. Ils sont même venimeux, donc leur passif draine aussi la vie. Cette fois, notre garçon reçoit un fouet de fer lasso pour la scène. Il peut également alterner entre différentes armes de niveau débutant pour jouer avec différents styles. Le premier démon Stinger essaye de le piquer, mais notre garçon canalise la puissance de Zeus et en détruit 20 d'un seul coup. Jusqu'à présent, le fouet fonctionne en sa faveur. Surtout quand ces démons Stinger ont des stats défensives vraiment faibles. En activant sa compétence de balayage et en l'associant au fouet, cet homme détruit 50 démons lors de sa deuxième attaque. Après 12 heures de massacre continu, notre garçon atteint un score de 255 000. Enfin, le niveau a été terminé avec Tsubai complètement épuisé. Ici, il change son arme pour une lance. Tuer 250 000 de ces choses a été un vrai casse-tête à l'instant. Mais heureusement, la nouvelle transition de niveau lui permet de réinitialiser sa santé et son endurance pour sa prochaine vague. Tsubai devra affronter une horde de diablotins sorciers. S'adaptant en conséquence, il passe à un style de combat à distance avec un arc. La faiblesse parfaite pour vaincre ces gars-là. Ces diablotins sont comme Batman s'il était devenu un nain vert et laid sans aura. Tsubai commence leur extermination en tirant plusieurs flèches à la fois. La plupart touchent un cœur cible à la tête. Il sourit, sûr de sa vitesse, sa stat la plus forte. Les diablotins ripostent en lançant leurs propres sorts à distance. Tsubai évite ses petits lasers colorés et s'en sort indemne. Et oui, le One Piece est réel. À cet instant précis, nous avons Meng Xuan qui vient tout juste de triompher du 10e boss de la Tour de Dieu. Il lui a fallu un temps total de 40 heures pour tout accomplir. Bien qu'elle soit deuxième, elle n'est pas contente et veut rencontrer Tsubai un jour. Le 6e jour de l'épreuve, des nouvelles circulent dans le royaume.
Le classement de la classe des recrues est sorti avec environ 100 joueurs classés et 21 en classe SS. Les citoyens du royaume de Yan ne sont pas très enthousiastes à cette annonce. C'est semblable au résultat de l'an dernier. Cependant, la performance de Junkai, Weilan, Mengjuan et Yuchan est remarquable. Le mystère restant est la disparition de Xubai. En parlant de lui, nous arrivons à la vieille taverne où Dame Yuchan boit son thé simp. Fei se demande pourquoi elle a refusé 2 propositions importantes d'autres familles, tout cela pour quelqu'un d'insignifiant comme Zubai. Comme d'habitude, elle ignore les plaintes de petit frère et lui demande de se concentrer sur l'ordre donné. Il tente de se plaindre encore, mais elle le fait taire, disant qu'elle a des plans personnels à suivre avec ses amis. Il y a peu de gens, mais Subai semble dans un état étrange. Cela fait 1 semaine depuis ce changement, à peu près quand les rumeurs sur l'éclatement de son cristal ont circulé, déduisant ainsi son état. Avec ces 2 points, Yuchan voit que notre garçon est encore coincé dans la zone débutant, réalisant encore un miracle. En parlant de lui, allons à l'étape 7 de l'épreuve. Ici, Subai affronte des golems résistants. Il les gèle d'abord avec des flèches de glace, puis les brise avec un tir secondaire. C'est un jeu d'enfant pour lui. Il détruit leur défense et se moque d'eux pour être des cibles faibles face à sa magie de glace. Alors qu'il s'avance pour entrer dans l'étape 8, il réalise soudainement qu'une semaine s'est déjà écoulée. Il doit franchir 3 autres étapes avant la fin de la zone débutant, alors il se met au travail encore plus rapidement. Cette fois, Subi doit affronter une version encore plus forte des démons du premier étage. Et il est tellement rapide qu'il en tue près de 30 d'un coup. Après 6 heures de labeur acharné, Bro arrive pour défier Godzilla. Il a une épée longue enflammée. Grâce à sa vitesse incroyable, Subai donne un dernier coup pour tuer le monstre. Enfin, le système reçoit une notification confirmant son statut de 1000 millième victime. Il reste 24 heures avant que la période d'essai pour les débutants n'expire. Notre garçon se prépare avec excitation à affronter l'étape finale et le boss final de l'épreuve. Debout devant un globe rouge en spirale, il provoque le boss à sortir. Un cercle magique rouge gigantesque apparaît, envoyant l'incarnation littérale de Satan. C'est le démon du lotus rouge, avec une difficulté écrasante d'un suzerain ayant 1 million de points de vie. C'est un adversaire dur à battre, mais ce gars-là surmonte tous les boss. Je veux dire tous les boss. Le démon enflammé maudit l'humain insensé et tente de l'anéantir avec une seule attaque. Le gars esquive littéralement une bombe nucléaire et réalise qu'il doit être prudent face à ce démon titanesque. Le fait que ce boss ait 2000 défenses signifie à lui seul que la plupart des attaques de Subai seront inutiles. Pour l'instant, il est obligé de rester sur la défensive, espérant exploiter une ouverture pour agir. Le démon du Lotus Rouge lance des dizaines de frappes en spirale, chacune esquivée par les excellents jeux de jambes et compétences d'évasion de Subai. S'équipant d'un gantelet à chaîne avec crochet, notre protagoniste attend sa chance parfaite. Le démon du Lotus Rouge est sur le point d'invoquer un serviteur des flammes, mais Subai est plus rapide et utilise en fait la chaîne à crochet pour tirer son corps, le projetant contre le visage du monstre boss. Le démon se tord de douleur, ayant subi des dégâts d'une de ses propres attaques. Pendant ce temps, notre héros est d'humeur à venger tous ses camarades tombés qui ont osé défier cette épreuve et ont perdu la vie. Manifestant son épée, il effectue une déchirure spatiale qui coupe littéralement le membre droit de l'Overlord. Avec ses attaques désormais annulées, Subai en profite pour saisir l'opportunité. Cette fois, il se précipite en hauteur et équipe son arc pour une attaque à distance. Ses flèches atteignent le corps de l'Overlord, infligeant davantage de dégâts. Utilisant le même élan associé à une vitesse fulgurante, Subai se repositionne pour une autre attaque. Le boss démoniaque essaie de se défendre, mais c'est vain, puisant dans son énergie intérieure à la Batman. Subai dit que même les dieux sont vulnérables sans leur défense. L'Overlord maudit les humains à chaque coup douloureux infligé par notre garçon. Une volée de flèches s'abat sur le monstre boss. Le démon réagit avec sa propre offensive, écrasant chaque flèche avec des explosions télékinétiques. Notre jeune héros tire parti de cet instant à son avantage et s'approche du visage monstrueusement hideux du démon. Subai proclame la fin du monde pour ce boss pathétique et dégaine ses 2 épées. Manié 2 armes comme Sang Jinwoo, cet homme commence à déchaîner l'enfer sur Satan. Le monstre boss est finalement découpé en morceaux et tombe à sa perte. Sa Subai traverse la scène en tapant et termine le combat complètement épuisé. L'épreuve divine a été réussie, accomplissant son exigence pour atteindre la classe cachée. Quant aux millions de points qu'il a sécurisés, les échanger lui vaut le titre le plus rare de héros. Frérot a enfin terminé sa série de meurtres et célèbre l'obtention de la clé cachée de sa croissance dans sa vie précédente. Ce titre l'a aidé à franchir près de 1000 niveaux d'étage. Mais notre garçon n'est pas intéressé à échanger ses points pour le moment. Il est surtout curieux de tester la légende de la houe dorée. Bro lance sa houe coûteuse dans la lave, espérant activer sa capacité de copie. Après avoir attendu un moment, le visage de Subai se décompose à l'idée qu'il pourrait avoir perdu son arme premium. Même ses points n'ont pas été affectés le moins du monde. Jusqu'à ce que soudainement, 2 colonnes de lave jaillissent de la rivière infernale, révélant 2 morceaux différents de pierres ultra rares. Ces pierres fusionnent en une seule, les liant à l'esprit de notre garçon. Les cristaux se brisent après la fusion, désignant le joueur comme l'unique détenteur de la classe duale.
notre garçon peut maintenant accéder à ses attributs de héros et de roi démon. Le gars se transforme en deux visages et endure les effets douloureux de la fusion. Notre garçon regarde ses statistiques actuelles et examine son équipement. Tout semble solide car il a obtenu un multiplicateur de 5 après avoir réussi l'épreuve. Il lui a fallu plus d'une semaine pour surmonter cette épreuve impossible. Le même défi qui a été responsable de mettre fin aux vies de ceux qui l'ont précédé. Subei leur fait ses adieux et déclare avec enthousiasme son prochain objectif. Tuer deux dieux en même temps. Yu-chan est en train d'observer le statut de son menu lorsque soudain elle voit le statut en ligne de notre garçon. Le sol commence à trembler sans raison apparente. Suite au bruit étrange, la méchante de la taverne monte en courant voir ce qui se passe. Elle le trouve cultivant son aura sur le canapé, l'air de rien. La méchante est stupéfaite que cet homme ait vraiment pris les choses en main et réussi l'épreuve. En regardant sa classe de maniement double, elle est totalement stupéfaite. C'est un concept qui ne devrait même pas exister. Notre garçon est impressionné par son observation perspicace, mais il ne se soucie pas vraiment d'expliquer. Il veut sortir avec elle, mais elle refuse. Subei lui dit au revoir pendant qu'elle lui donne une dernière récompense. C'est un badge caché de statut parfait, permettant à un joueur de dissimuler ses statistiques et même de masquer son apparence. C'était exactement ce dont Subei avait besoin à ce moment-là. Le méchant s'inquiète qu'il soit révélé comme un spécimen de classe roi démon, et à son rythme actuel, les gens le considéreront comme une menace et commenceront à le traquer. Subei lui envoie un baiser moqueur et quitte la taverne en la remerciant. La Milf reste troublée, donnant des coups de pied dans le vide à cause de son charme. Allons à Rim City, le premier terrain de jeu pour les débutants ayant terminé la zone d'apprentissage. Cet endroit les aide avec des quêtes, des compétences de classe et des portails de téléportation jusqu'au 30e étage. Marchant avec assurance, Subei se sent vraiment prêt à se lancer. Par hasard, il tombe sur Yu-chan et ses hommes. Ces deux atouts nous saluent à travers l'écran alors que Yu-chan accueille son retour après une semaine d'absence. Peu après, dans les locaux de la famille Lin, Yu-chan est traité avec courtoisie comme invité. Il est ébloui par les dépenses somptueuses de la famille pour avoir un tel club. Présenté avec à la fois des potions et une boîte pleine d'or, Subi se trouve impressionné par l'efficacité de la jeune femme. Elle lui offre le luxe d'inspecter chaque fourniture et de compter les pièces avec aisance. Elle fait également signe à ses deux gardes du corps de quitter la pièce pour une conversation privée entre eux deux. Tout d'abord, Yu-chan demande curieusement quelle est sa note de classe. Notre garçon questionne son intention de collecter des infos. Sa réponse directe la gêne, l'obligeant à préciser ses bonnes intentions. Subei est informé des récentes campagnes de dénigrement contre lui sur les forums. Il découvre aussi que Lady Dana a partagé la nouvelle de l'écrasement de son cristal, expliquant la dégénérescence des choses. Yu-chan est stupéfaite de voir ce type confirmer les rumeurs sans une once d'anxiété. En avançant sa proposition, elle le couvre de dizaines d'éloges, le qualifiant de talent générationnel. Au fond, Yu-chan pense que ce type pourrait avoir un deuxième cristal. C'est pourquoi il ne se soucie pas du premier qui a été brisé. Ce type montre un désintérêt total pour le sujet et lui demande directement son but. Yu-chan l'invite à rejoindre la famille Lin pour une opération conjointe contre les boss. C'est exactement ce qu'il prévoyait qu'elle dirait, car la difficulté des étages augmente beaucoup après la zone des débutants de la tour. Subei précise qu'il est d'accord pour affronter les boss ensemble, mais il ne rejoindra jamais une autre guilde. Il accepte de les emmener au 5e étage de la tour et demande juste 5 mages pour aider à battre le record. Yu-chan sursaute, surprise par son objectif de battre un autre record. D'habitude, il faut 20 personnes pour passer un étage. Et ce gars annonce des objectifs fous. Notre garçon lui dit qu'il n'est pas désespéré de battre les records non plus, puis il se lève et quitte la réunion. Yu-chan le suit et précise qu'elle est d'accord avec l'accord tant que la famille Lin peut utiliser son nom dans la fête. Subei est d'accord avec cela et préfère commencer les raids dès demain car il a beaucoup de choses à régler. La jeune femme est ravie de gagner son soutien, tandis que Zhang Fei le qualifie d'escroc. Pour la énième fois, Bro est un haineux générationnel. À ce stade, Yu-chan le remet à sa place en rappelant au blondinet qu'il est celui qui leur a botté les fesses au niveau 1. S'il l'avait défié imprudemment, il ne sera pas sorti de l'étage. Yu-chan ordonne de former une équipe tout de suite. Après la formation de Subei, ce perdant accepte de suivre son ordre. Au fond de lui, il nourrit une grande aversion pour notre garçon et prie pour sa chute. À la demeure du seigneur de la ville, on voit Subei marcher tranquillement vers la porte. Les gens tentent de l'empêcher d'avoir un souhait de mort, mais il ne comprend pas pourquoi ce normie essaie autant. Wu Tai traite le nouveau de naïf et l'avertit de la sécurité stricte autour du manoir du seigneur de la ville. Subei décide de divertir le jeune homme avec un petit secret. Le secret en question est que n'importe qui peut entrer tant qu'il est incroyablement puissant. Subei s'approche des gardes et révèle son titre de héros, gagnant instantanément leurs éloges et leur obéissance. Les gens qui l'observent de loin sont sans voix, incapables de comprendre comment ce nouveau venu a réussi à entrer comme un VIP. Même maintenant, les gardes escortent le héros avec un traitement VIP. Un bruit retentit sur le terrain d'entraînement. Un combat oppose le capitaine de la garde Orlando au seigneur de la ville, un mage contre un épéiste. En voyant cette scène, notre garçon frissonne car c'est l'une de ses séquences préférées pour débloquer des compétences rares.
Même s'il est joueur à double classe, il doit cultiver des livres de compétences pour obtenir de nouvelles capacités. Dans cette arène, Subai a tout ce dont il a besoin pour apprendre et passer au niveau supérieur. En fait, le système lui propose même d'apprendre les compétences de base en maniement de l'épée auprès du maître lui-même. Notre garçon appuie joyeusement sur oui et apprend même la compétence du capitaine Orlando, le mur de pierre. De nombreuses compétences apparaissent sur l'écran de son système, et il martèle le bouton de confirmation frénétiquement. 10 minutes plus tard, le mage est soigné par plusieurs autres mages, tandis que le chef de la ville apparaît indemne. Notre garçon n'a pas trop apprécié le combat, car il est devenu très ennuyeux. Rapidement, l'un des gardes informe le seigneur de la ville de l'arrivée d'un héros. Stupéfait, le dirigeant exige une vérification de l'identité de Xubai. Il révèle les données et confirme son statut d'élite, gagnant ainsi le respect du grand maître d'épée et de ses sujets. Ils sont ravis d'être en présence d'un héros après 100 ans. C'est une remarque déroutante pour notre garçon qui demande des éclaircissements. Le seigneur de la ville explique qu'un héros est destiné à guider la ville de Rime vers la lumière, mais cette description pompeuse est bien trop exagérée selon Subai. Plutôt que de se vanter, il demande des infos sur des quêtes possibles, sachant que le héros est juste niveau 10. Le seigneur de la ville mentionne une nouvelle mission. Son chien fidèle a disparu, et il propose, de façon insultante, 10 pièces d'or pour le retrouver. C'est un travail si médiocre et une sous-estimation des capacités de notre garçon, au point que Subai montre son aura terrifiante pour exprimer sa colère. Plus sage des deux, le mage, le capitaine Orlando propose d'autres missions. En réfléchissant à la stupidité de la suggestion du seigneur de la ville, le héros obtient 3 nouvelles quêtes pour collecter des matériaux contre des récompenses. À cet instant, le grand maître d'épée se rappelle aussi d'une demande appropriée. Il demande à Subi d'explorer une zone. Avec tant de quêtes en attente, notre héros note que personne ne les a jamais finies. Dans l'histoire principale, les joueurs normaux sont trop pris par les étages de la tour, oubliant que les quêtes secondaires sont essentielles pour de vraies améliorations. Curieusement, la quête du maître d'épée attire le plus l'attention de notre garçon. Le seigneur de la ville fait une proposition soudaine, soulignant les capacités de combat divines du héros moyen. En résumé, ce type veut un combat en tête-à-tête contre le héros, offrant un handicap au héros. Le seigneur de la ville envisage même de sceller ses compétences les plus puissantes. Cependant, notre garçon a d'autres plans et dit à ce type de se limiter à peu près au niveau 30. Il en va de même pour le capitaine Orlando, laissant entendre que cet homme est sur le point de les surpasser tous les deux en même temps. Le mage et le grand guerrier sont tout aussi stupéfaits et se plaignent de cette idée, sachant que le héros n'a pas beaucoup de compétences. Subé fait taire leur bavardage et leur recommande de communiquer. Dans le combat, les deux combattants échangent un regard avant d'exprimer un vif intérêt pour la puissance du héros. Dans l'arène, les gardes murmurent leurs pensées choquantes. La dernière fois que ces gars ont fait équipe ensemble, c'était lorsqu'ils ont vaincu une monstrueuse créature de niveau 200. Et voici Subai, qui les a défiés avec arrogance. En même temps, le mage remarque la confiance du héros, tandis que le grand guerrier est ravi de montrer un aperçu de ses véritables pouvoirs. La première attaque vient du maître d'épée, utilisant une compétence simple contre son adversaire. Le résultat, aucun contact. Pouf! Notre garçon a disparu. Surgissant comme un éclair derrière, Subai félicite la manœuvre bien chronométrée du seigneur de la ville. Ensuite, le mage lance un sort basique de pique de pierre pour surprendre notre garçon. Rien qu'en voyant cela, Subai est ravi et n'a pas l'intention de l'éviter non plus. Au lieu de cela, cet homme coupe les pointes de pierre avec une série de frappes rapides. Les réflexes incroyables du héros étonnent les spectateurs qui ne s'attendaient pas à une telle force. Mais le combat ne fait que commencer, et ces deux guerriers expérimentés n'en ont pas fini. Cette fois, ils veulent frapper le héros avec une force encore plus grande qu'auparavant. Le mage emprisonne Xubai dans une cage de boue, encore une compétence de débutant. L'ayant immobilisé sur place, le seigneur de la ville intervient avec sa capacité de tranchant de 2e niveau, libérant 2 rinces de feu. Gardant son calme, le héros esquive les deux d'un geste décontracté, narguant les guerriers pour leur prévisibilité. Ses provocations continuent, mais le seigneur de la ville bondit déjà pour une autre attaque. Un retournement de situation incroyable se produit. Subei disparaît comme un éclair de son emplacement et réapparaît en haut, s'opposant à la lame du grand guerrier. Le seigneur de la ville poursuit sa cible avec une attaque de 3e niveau améliorée. Cependant, ce duel est déjà fini. Subai a une épée au cou du capitaine Orlando, surprenant le seigneur de la ville par sa vitesse incroyable. Encore une fois, pas même 30 secondes ne se sont écoulées et le combat est déjà terminé. Mais notre garçon ne veut pas laisser tomber si facilement et défie le grand guerrier de l'attaquer. À ce stade, le seigneur de la ville commence à réaliser que ce type est littéralement fait différemment. Refusant d'abandonner, l'épéiste charge à nouveau avec sa lame enflammée. Cette fois, sa stratégie implique l'utilisation d'une technique d'impact depuis le sol. C'est la 4e étape de l'attaque, et malgré une variation dans la technique, le résultat est finalement le même. Subai l'affronte de front et se téléporte hors du terrain de jeu. Il réapparaît par derrière.
Comme le quatrième Hokage de Naruto, Tsubai connecte son coup avec une épée ou une entaille. Le combat est maintenant officiellement terminé. Le guerrier de l'épée est au sol avec le héros, qui se moque de lui en le traitant de pathétiquement faible. Tsubai coche l'une des quêtes de sa liste et reçoit une récompense d'inventaire. Pendant ce temps, à la fois le seigneur de la ville et le capitaine Orlando ont perdu leur point d'aura face à un jeune fraîchement sorti des rangs des débutants. Le fait est que, même s'ils avaient été au niveau 50, notre garçon les aurait quand même battus à plat de couture. Tsubai loue leur maîtrise de leur technique et espère s'entraîner à nouveau bientôt. Ayant dit cela, il part pour s'occuper de la prochaine série de quêtes. Il l'escorte en chemin, tandis que Tsubai s'élance pour vaquer à ses affaires. Pendant ce temps, les deux vieux amis sont désormais pleinement confiants dans la force du héros, croyant qu'il sauvera leur ville. La ville de Réam est vaste, nécessitant des portails pour se déplacer. C'est pourquoi notre garçon souhaite acquérir des compétences pour rendre les quêtes plus efficaces. Il en a beaucoup, alors il les range dans son inventaire. Frappe ascendante, multi-perforation et pic de pierre sont les techniques qu'il peut maintenant utiliser. Le système montre ses stats. Avec ses nombreux points d'esprit, ses compétences montent facilement en niveau. Son équipement est aussi performant. Confiant en sa capacité à relever la quête, Tsubai se rend à l'un des portails de téléportation. Sa prochaine destination est la Terre des Spectres, où la plupart des quêtes sont assignées. Les gardes lui demandent 80 pièces de cuivre, ce qui est un coût considérable. Une porte de portail verticale le transfère d'un endroit directement dans le pays des Spectres. Cet endroit semble bien plus réaliste que dans le jeu, mais cela rend les choses intéressantes pour ce gars, qui a gardé seulement son arme de base pour le voyage. La température du pays des spectres est vraiment glaciale, ce qui fait regretter à notre garçon ses choix vestimentaires. Tsubai aperçoit un groupe de guerriers squelettes au loin. Ses crânes sont plus forts que lui, mais pour lui, ils ne sont que de la chair à canon, même avec plus de santé. Testant ses nouvelles compétences, Tsubai lance des pointes de pierre triples. Il réussit des tirs à la tête parfaits sur 3 des guerriers squelettes, les tuant instantanément. Le reste des guerriers est submergé par une rafale des mêmes pointes. Grâce aux dégâts critiques, 10 d'entre eux sont à terre. L'instant d'après, l'aspect surpuissant de ce sort magique se manifeste sous la forme de ces 3200 dégâts absurdes. Cultiver les filets des Bonehead. Tsubai, bon vieux point. Il a enfin l'impression que le véritable labeur a commencé, au lieu des conneries de débutants qu'il affrontait dans la zone 1. Un moment passe et il a fini de nettoyer la vague, passant au niveau 11 en même temps. Dans sa vie passée, obtenir des points de compétence était difficile. Mais maintenant, il les accumule rapidement grâce à sa double classe. En fait, quand Tsubai vérifie ses statistiques, il est surpris de voir 50 points de plus dans chaque paramètre. Améliorer une classe cachée est mieux que la profession triple S. Retour aux têtes de mort, ils sont là pour être détruits. Et massacrés, ils le sont vraiment. Quand Tsubai envoie une pluie de pointes de terre pour corser un peu les choses, cet homme dresse un mur de pierre pour les dérouter. Il savoure chaque instant de ce massacre, réprimandant ses proies d'être les victimes de ses compétences. La première quête se termine par la défaite de 1000 guerriers squelettes. Notre garçon est content de ses résultats, mais il a encore du chemin à faire pour atteindre son objectif. L'armée des têtes de mort arrive, mais cette fois, ils ont un grand gars intimidant avec eux. Ce type ressemble à Ghost Rider s'il allait à la salle de sport et prenait beaucoup de stéroïdes. Le crâne de feu est un boss courant dans cette zone. Tsubai est heureux de le défier, alors il lance encore plus de ses pointes de terre. Son assaut pulvérise la flotte de guerriers squelettes, en tuant des centaines en même temps. Le boss brandit une épée d'os impressionnante avec des flammes bleues et sort enfin de sa cachette pour défier l'humain en duel. Tsubai se moque de lui pour avoir cru qu'il avait une chance contre un humain avec des réserves de mana infinies. Le crâne de feu absorbe le mana autour, puisant la vitalité de ses guerriers pour nourrir son arme. Imaginez la bombe spirituelle de Goku dans Dragon Ball, mais en version maléfique. La compétence. Sacrifice booste énormément les dégâts de son épée, créant une attaque ultime. Notre garçon ne peut même pas embellir la situation. Il craint d'être touché par une telle attaque. Même une seule entaille va l'envoyer au paradis. Changeant de stratégie, Tsubai décide de passer à l'offensive, saute en hauteur et fracasse l'armure de la créature. Alors que le boss chancelle sous l'effet des dégâts de son coup initial, Tsubai se concentre ensuite sur la découpe de ses jambes. Avec un total de dégâts critiques de 20 000, il porte le coup de grâce en déployant une lourde rafale de pointes de pierre. Malheureusement, cela n'a pas suffi à épuiser sa santé. La bête essaie de porter un coup. Mais même avec une force capable d'anéantir une montagne, elle n'est pas assez rapide pour attraper notre garçon. Profitant d'une autre ouverture, Tsubai envoie une rafale infinie de pics de pierre, spammant sans retenue, sans se soucier du mana, de l'épuisement ou des temps de recharge. Concentrant tir à la tête après tir à la tête, notre garçon inflige de lourds dégâts et nargue le boss pour son manque d'entraînement. Le combat se termine, alors que le colosse mort-vivant est renversé, faisant éclore de belles fleurs de crâne. À sa défaite, Tsubai est ravi de découvrir une quête potentielle, mais alors qu'il ramasse les fleurs, il trouve aussi un livre de compétences dans son inventaire. C'est l'aptitude de nécromancie, et après avoir dépensé 10 points, elle fait désormais officiellement partie des compétences de Tsubai. Intrigué par le concept de la magie d'invocation, notre garçon invoque 3 soldats morts-vivants, les faisant surgir du sol.
Ces guerriers squelettes loyaux sont normalement médiocres, mais deviennent vite puissants car leur croissance dépend du niveau de leur maître. Ici, ils sont assez forts pour affronter des monstres de niveau 40 grâce aux stats exceptionnelles de Subai. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il peut en invoquer des dizaines à la fois pour submerger ses ennemis par le nombre. Subai finit une autre quête en collectant 200 fleurs de crâne, savourant les fruits de son travail. Sa prochaine destination est le sinistre marais de la mort. C'est une toute nouvelle section de la carte, mais cela ne l'intimide absolument pas. En réalité, il trouve que les lézards épineux qui le fixent sont plutôt mignons. En combattant le nombre par le nombre, Subai libère la colère de ses soldats morts-vivants pour tuer à sa place. Ses crânes sont très utiles et éliminent facilement les lézards. Avec les seins de lézards à cornes vaincus, notre garçon fait face à l'éveil d'un monstre colossal. Les stats de défense de ce boss ne sont pas une blague, mais heureusement, la compétence d'invocation de Subai s'est aussi améliorée. Notre garçon, distrait par une silhouette lointaine, décide de plonger tête baissée dans l'exploration de la zone.